Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Cision Europresse dédié à l'EMI. En effet, chaque trimestre, Europresse organise des webinaires autour de cet enjeu crucial qui est l'éducation aux médias et à l'information, dans un contexte qui montre justement tous les dangers d'être mal informé. On le voit bien, on est dans un monde où il y a de la surinformation, on est noyé dans l'information, il y a de la désinformation, il y a de la guerre de l'information, on l'a vu avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. On voit chaque jour nos jeunes un petit peu être happés par des informations qui sont parfois biaisées, et c'est peu de le dire, ou face à des guerres d'influenceurs qui sont prêts finalement à tout pour leur moment de gloire et pour faire le buzz. Donc, dans ce contexte-là, comment arriver tous, nous qui faisons société, que ce soit l'enseignement, les politiques, les associations et bien sûr la tech, à répondre à ces enjeux de EMI? Eh bien, c'est tout l'objet de cette série de webinaires sur l'éducation aux médias et à l'information. Merci beaucoup de vous être connectés. Le sujet du jour qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui sont les réseaux sociaux. Comment inciter les jeunes à s'informer autrement? Alors, j'allais dire comment et aussi pourquoi. Alors, pour ce faire, je suis Cindy Bétan, je suis directrice de la communication chez Cision Europresse et j'ai le grand plaisir d'accueillir Bertrand Giffon. Bonjour Bertrand. Bonjour Cindy. Merci beaucoup d'être avec nous Bertrand. Je parlais d'enjeux crucial de l'EMI. Je sais que chez Europresse, on est très touché par cette cause. Et que dire de Be My Media que tu as fondé autour de de ces enjeux. Alors, je te laisse la parole dans quelques minutes pour que tu nous parles de cette entreprise, mais aussi que tu nous donnes tout ton éclairage sur finalement l'état des lieux de l'information et des jeunes. Finalement, est-ce que vraiment ils s'informent que à travers les réseaux sociaux? Quelles sont les tendances? Et puis finalement, quel est le problème? Donc, tu nous parleras de tout ça, des biais technologiques, tout ce qui peut avoir trait à l'usage des réseaux sociaux pour s'informer. Et puis surtout, tu nous donneras des solutions, parce que parce qu'on On est aussi tentera là pour d'apporter ça, des sûr. solutions. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Je te donne la parole dans une seconde. Europresse est une bibliothèque média digitale qui donne accès aux établissements d'enseignement, que ce soit collège, lycée ou enseignement supérieur, à une multitude de sources fiables sur des médias dignes de confiance. Pour les plus connus et ceux qui sont le plus utilisés dans notre plateforme, l'équipe, Courrier International, on a les archives du monde depuis près de 50 ans, les échos, la presse régionale, internationale, des travaux d'études, bref, toute l'information nécessaire aux étudiants pour qu'ils puissent bien faire leurs travaux de recherche et accéder à des sources d'informations qualitatives et fiables. Je m'arrête là pour la démonstration Europresse. Bertrand, je vais te passer la main. Et avant que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe, les jeunes et les réseaux sociaux aujourd'hui et quels sont les enjeux, je voudrais que tu nous présentes Be My Media, dont tu es le fondateur. Eh ben, merci Cindy pour cette introduction. Du coup, alors Be My Media, on est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Donc, depuis 2019, on a une raison d'être au cœur des statuts de notre entreprise, qui est vraiment celle de développer et de proposer des éléments pour que on puisse accélérer l'éducation aux médias et à l'information dans plusieurs secteurs d'activité et tout au long de la vie des individus, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui
touche évidemment les plus jeunes, mais touche toute la population. Donc, on est deux fondateurs, mon associé Valérian, qui était un ancien responsable d'innovation du Conservatoire national des arts et métiers, sur la direction régionale Auvergne-en-Alpes, constatait déjà cette problématique au sein du CNAM. Et puis, moi, je suis un grand lecteur d'informations et passionné de sujets de géopolitique, d'informations, de croiser des sources nationales, internationales, de comprendre les enjeux de société. Et en fait, on est deux amis à la base et passionnés par ce sujet. On a voulu essayer de contribuer à cette grande problématique de la lutte contre la désinformation, problématique qui s'accélère évidemment avec le numérique dont on va parler plus longuement, et qui devient en fait une période clé dans nos sociétés contemporaines, à savoir que depuis 2016, on a franchi un certain cap dans la désinformation, au sens où 2016, c'est l'année de l'élection de Donald Trump, le Brexit, l'accélération des problématiques et des génocides autour des Ouïghours, qui est en grande partie dû à des problématiques de communication, d'arrivée massive d'Internet et de réseaux sociaux pour des populations qui avaient accès à absolument aucune information. Et du coup, on voit le bouleversement sociétal arriver en 2016. Et donc, en 2018, on fait le choix avec mon associé de consacrer nos vies professionnelles à tout ça. Eh ben, vous avez bien fait et on verra plus à la fin du webinaire sur concrètement qu'est-ce que c'est que cette solution et ces services de sensibilisation aux étudiants, comment ça se met en place dans les établissements, comment ça s'intègre au parcours pédagogique des élèves. Mais en attendant, je t'ai donné la main normalement pour que tu puisses être présentateur. Donc, je pense qu'on devrait voir. Voilà, on voit ton écran, c'est tout bon. Écoute, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les jeunes et l'information? On a un public d'enseignement supérieur. Et bien sûr, je me suis pris une petite réflexion. Il y a des bibliothécaires qui nous écoutent et je ne les oublie pas. Excusez-moi de les avoir nommés. Merci pour le rappel, Audrey. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment les jeunes s'informent aujourd'hui? Oui, complètement. Alors, déjà, avant de parler des jeunes, ce qu'on aime bien rappeler, et quand on travaille avec des étudiants dans l'enseignement supérieur qui sont amenés à avoir des responsabilités dans la société, à étudier, alors selon les niveaux, hein, évidemment, mais c'est quand même que la pratique de l'information est la paire de lunettes avec lequel ils regardent le monde et qui leur permettra de comprendre les enjeux de la société dans laquelle ils vivent, dans laquelle nous vivons, et de comprendre les enjeux démocratiques. Et en fait, on parle de ça parce que la pratique de l'information chez les 15-25 ans aujourd'hui est très tournée autour de l'information sur les réseaux sociaux. La statistique la plus récente qu'on a, hein, qui est vraiment là de septembre 2021, où TikTok devient le site le plus visité devant Google sur la partie notamment de recherche de l'information en nombre de requêtes, et c'est assez impressionnant de se dire qu'une plateforme vidéo devient en fait ce premier accès mélangé à plein d'autres problématiques qu'on va voir et constater, notamment le fait que l'information qui va être dans ces réseaux sociaux est un mix entre du divertissement et de la pratique de l'information plus ou moins qualitative. Pour continuer un tout petit peu sur ce constat de la pratique des 15-25 ans, selon l'OJD-ACPM, hein, qui est un organisme indépendant qui s'occupe de la médiamétrie des médias comme son nom l'indique, Snapchat est le seul réseau social international à faire l'exercice de sa mesure d'audience avec cet organisme indépendant. Et Snapchat, sur l'application, il y a 3 milliards de contenus visualisés chaque mois, alors que sur l'application du Monde, on est à moins de 57 millions de pages vues. Donc, quand on ajoute à Snapchat
TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, on est sur de l'ordre de 10 à 12 milliards de pages vues par mois, contre en moyenne une centaine de millions de pages vues réellement sur les médias directement concentrés. Et ça, en fait, ce bouleversement des usages, ce bouleversement de l'arrivée des plateformes sociales dans la pratique de l'information est problématique sous plusieurs angles qu'on va pouvoir justement étayer avec tout ça. Donc, tu es d'accord, Bertrand, avec le constat que oui, les jeunes s'informent à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, majoritairement, c'est ce que ces chiffres montrent. Et finalement, quel est le problème alors justement? Parce que tu parlais de TikTok qui sont des vidéos, mais j'ai envie de dire brutes aussi, ce sont des vidéos et pour autant c'est un très bon média d'information. Donc le problème n'est pas tant dans le format. Alors, le problème hein, évidemment, du coup, pas du tout dans le format. Le format vidéo peut être très pertinent. Et puis, le format vidéo qui est venu sur le petit écran du smartphone n'est qu'une transposition du plus grand écran qui était la télé, qui auparavant était un des canaux favoris pour l'accès à l'information. Donc, en soi, le support vidéo n'est pas un enjeu. Par contre, on va retrouver d'autres problématiques qu'on n'avait pas avec la télé, par exemple. Le premier changement de paradigme, c'est que 95% des 15-25 ans considèrent l'information comme un divertissement. Et ça, c'est vraiment dû à ce mélange des genres entre la vidéo, plutôt voilà, sur un influenceur, un joueur de foot ou quelque chose qui va être de l'ordre du divertissement, mélangé avec des contenus plus sérieux, parce que sur ces plateformes, comme on va mixer des abonnements à des pages de médias traditionnels qui vont nous permettre d'accéder à l'information. Par exemple, on peut très bien suivre la page et le compte TikTok du Monde sur lequel il y a des très bons contenus, mais on va être également suiveur d'autres contenus et ce mélange de genres ne nous permet plus d'être dans une posture au moment où on pratique l'information à se dire « Ah tiens, là c'est un moment où je découvre quelque chose, où je me cultive, où je suis dans une activité proactive, en tout cas de compréhension du monde dans lequel j'évolue, de le faire consciemment pour développer sa culture générale, développer sa curiosité et toutes ces compétences qui sont liées à la pratique de l'information. Dans la société, le rôle des médias est très important. Ça, c'est quelque chose qu'on insiste énormément lors des différentes thématiques qu'on peut aborder avec les étudiants, hein, que ça soit en conférence, avec des serious games ou avec du numérique. En fait, on fait attention chez Be My Media à bien replacer le rôle des médias dans la société et dans l'animation du débat démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va consulter l'information à travers des réseaux sociaux, on a de plus en plus de mal à identifier qui sont les producteurs de contenu. Et du coup, derrière ces vidéos, derrière ces contenus ou les contenus textuels, on n'identifie plus réellement le rôle du média et la qualité du travail journalistique, qui est un véritable pilier de nos démocraties dans l'animation du débat démocratique. Si on replace dans le contexte loi Bichet 1947, on va retrouver justement cette nécessité de promouvoir la diversité des contenus, la diversité des opinions dans les médias. On va avoir des lois très fortes pour favoriser la presse et la diffusion de la presse sur tout le territoire pour s'assurer que la pluralité des opinions est bien représentée dans la société. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fragilise énormément avec le numérique notamment. Mais Bertrand, quand tu nous dis que les jeunes finalement considèrent l'information comme un divertissement, ça a un impact ça pour les médias un peu traditionnels parce qu'on ne se divertit pas particulièrement en lisant les journaux. Donc du coup, c'est quoi leur place Alors justement, la grande problématique, c'est de ne plus considérer l'information et la pratique de l'information comme un divertissement et de faire changer de posture
les étudiants ou les jeunes face à cette pratique de l'information en conscientisant quand ils vont chercher l'information, que ce soit un temps actif de leur volonté d'aller pratiquer l'information pour comprendre le monde, pour comprendre les enjeux de société. Et en fait, ils le font. Ils le font, par exemple, sur des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, on retrouve des générations qui sont extrêmement bien informées sur les causes climatiques, sur l'égalité femmes-hommes, sur des éléments qui leur sont chers et qui sont les marqueurs de cette génération-là. Mais du coup, c'est parfois au détriment d'un contexte d'information plus général, en intégrant des éléments géopolitiques, en intégrant des éléments de compréhension économique, multifactorielle. Et en fait, cette concentration de l'attention sur un sujet, c'est un petit peu du coup le lien avec la slide d'après, c'est que le numérique nous engage particulièrement dans une voie de réflexion, notamment à travers la problématique des bulles de filtre. C'est-à-dire que ça nous enferme sur certains sujets et ça nous empêche de voir ce qui se passe en dehors de ces sujets de prédilection. Ça nous met dans une bulle, quoi, où on va parler toujours des mêmes sujets. Exactement, exactement, Cindy. Du coup, en fait, l'impact des bulles de filtre dans la pratique de l'information et notamment à travers le numérique est un vrai enjeu du coup du numérique et de la pratique de l'information, puisque alors vraiment le principe de bulle de filtre, c'est le fonctionnement des algorithmes qui vont nous proposer des contenus sur les plateformes. Alors la question de bulle de filtre, elle est très importante parce qu'elle est biaisée dans le sens où on ne se rend pas toujours compte qu'on clique toujours sur des vidéos ou sur des articles ou sur des contenus qui nous sont proposés. Et c'est là où on passe d'une posture de consommateur à s'alimenter dans un fil de contenu par rapport à une pratique de l'information active, à aller chercher une information. Si on prend quelques chiffres pour illustrer tout ça, sur YouTube, 70% des vidéos visionnées sont celles proposées par l'algorithme. Donc, c'est vraiment quand on arrive sur la page de YouTube, 70% des vidéos qu'on va regarder, c'est celles qui nous sont recommandées déjà sur la homepage de YouTube et qui seront celles également qu'on va avoir en lancement automatique à la fin d'une première vidéo ou alors sur le petit carrousel sur le côté des vidéos qui vont nous proposer des éléments. Et en fait, comme le modèle économique de ces plateformes est de garder un maximum d'attention de leurs utilisateurs pour générer leurs revenus, eh bien, ils concentrent des contenus toujours de plus en plus sensationnalistes, de plus en plus attirants vers des causes qui sont là pour nous capter notre attention. Et en fait, on va retrouver des déviances vers des contenus plus violents, plus critiques, plus défiants envers les institutions et la société. Et c'est ainsi qu'en fait, on bouleverse la pratique de l'information, puisque quand on tombe dans ces contenus, eh bien, on s'enferme dans une seule vision, dans une seule thématique. Des personnes qui peuvent être éco-anxieuses, par exemple, et qui vont s'alimenter qu'avec des contenus sur YouTube, ils vont avoir l'impression qu'il y a une surreprésentation de ce sujet dans la société, alors que d'autres médias vont traiter de l'information de manière différente. Donc, alors, YouTube… Ouais, pardon, je voulais vous partager une expérience que j'ai eue pas plus tard que ce week-end qui, je crois, traduit exactement ça. Je cherchais une recette de cuisine où je voulais pas faire de viande, donc je cherchais une alternative. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube et puis petit à petit, on me proposait alors carrément des plats véganes, hein, voilà. Et ça allait de plus en plus loin. Après, on m'a proposé des vidéos anti-chasseurs, enfin voilà, on m'a mis petit à petit dans une catégorie alors que j'avais juste pas de viande dans mon frigo.
à la base. J'étais pas partie pour faire une lutte contre la chasse ou contre. C'est ce système-là en fait que vous nous expliquez. Ouais, tout à fait, exactement. Et en fait, alors YouTube, c'est somme toute progressif, c'est-à-dire qu'on va passer d'un traitement d'une information ou d'un contenu plutôt d'opinion traditionnelle à des contenus plus sensationnalistes en une dizaine de clics et en une dizaine de vidéos. Alors que sur TikTok, l'algorithme est paramétré de telle sorte à drainer tout de suite vers des contenus plus fidélisants qui vont être de l'ordre de 4 à 5 clics pour dévier vers d'autres théories. Et ce qui est encore plus douteux du coup, c'est qu'il y a la dernière étude sur TikTok de septembre 2022 de NewsGuard qui montre que 19,4% des contenus sur TikTok sont de l'ordre de la désinformation ou de la manipulation de contenu. Et donc, c'est une vidéo sur 5 qui est à tendance, en tout cas, déviante par rapport à l'information. Donc, c'est très important. Et en fait, si on met en parallèle qu'une vidéo sur 5 est à tendance plutôt déviante, alors qu'en 5 clics, on a tendance du coup à être ramené vers des contenus plus sensationnalistes, évidemment, on oriente les personnes dans des directions qui ne sont pas toujours les bonnes. C'est malheureux à dire, mais en fait, c'est le fonctionnement même d'Internet, c'est-à-dire que sans algorithme, Internet ne fonctionnerait pas. Internet et les algorithmes, c'est un mot qui peut paraître faire peur, mais un algorithme, c'est une suite de alors, quand il se passe quelque chose, si, qu'est-ce qui se passe, alors on donne ce résultat. Et en fait, c'est tout simplement de l'ordre du paramétrage et de la nature de ces contenus qui nous sont orientés, qui doit nous poser question en tout cas. Mais alors pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi les algorithmes sont conçus justement pour nous polariser comme ça et ce qui met même à risque effectivement notre vivre ensemble, notre démocratie, de plus être d'accord sur une information commune, c'est quand même pourquoi les algorithmes font ça? C'est quoi le business derrière? Alors, le business en fait des réseaux sociaux, c'est de capitaliser sur le temps de cerveau disponible des utilisateurs. Très clairement, il y a le rapport Les Lumières à l'heure du numérique qui a été rédigé par la commission présidée par Gérald Bronner, qui décrit plutôt très bien ce système, c'est-à-dire qu'on est dans aujourd'hui une guerre de l'attention, une guerre de captation du temps de cerveau disponible que ces plateformes-là, les réseaux sociaux, plus particulièrement YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, etc., cherchent à maximiser des revenus sur cette partie. C'est généré par leur modèle économique et par le fait que leur modèle économique, c'est de gagner de l'argent en proposant des contenus publicitaires, en monétisant les données personnelles, en faisant de la publicité ciblée avec les données personnelles des utilisateurs qui vont permettre d'augmenter la rentabilité des publicités. Donc, c'est clairement ce traitement de la vente de données. Hein. Quand on dit vendre les données, c'est plus justement comment l'exploitation marketing des données nous permet d'avoir des personas très précis sur lesquels on va pouvoir orienter des publicités qui auront un maximum de retour sur investissement. Et donc, cette guerre de l'attention, elle nécessite que ces plateformes jouent avec nos propres biais cognitifs pour capitaliser sur notre temps et garder notre attention le plus longtemps possible sur ces réseaux sociaux. Il y a une petite statistique assez rigolote que je t'ai parlé pendant la préparation du webinaire. On a essayé d'estimer en gros le modèle économique des réseaux sociaux et on a donc en gros par minute de cerveau capté à un utilisateur, un réseau social gagne en moyenne 1 centime de dollar. Donc, quand on fait le cumul du nombre de minutes qu'on passe sur les réseaux sociaux, eh bien, on peut estimer une rentabilité
d'un chiffre d'affaires qu'un réseau social va réaliser. Et ce qui est beaucoup plus percutant, du coup, c'est le temps que consacrent les jeunes à ces réseaux et à ces contenus. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans une école de commerce. On demandait aux étudiants leur temps moyenne quotidienne d'écran sur leur smartphone. Le plus petit temps était de 5h40 de moyenne quotidienne, le plus gros temps de 9h50 sur le smartphone, vraiment en moyenne quotidienne. Donc, on s'est amusé à calculer le retour sur investissement des réseaux sociaux de tout l'amphi, et c'était assez vertigineux. Alors ça, c'est justement, j'avais une question de Jacques qui demandait comment dire justement à nos étudiants à quel point finalement les réseaux sociaux les vendent eux. Hein, je trouve que c'est cette façon de leur exprimer la chose est assez parlante et enfin, je m'adresse à des professionnels de la jeunesse, hein, mais il me semble que ça, c'est quelque chose qui peut avoir un impact en leur disant, mais voilà, pendant que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, bah, il y a Meta, il y a Google, il y a Yahoo, YouTube voilà, qui engrangent. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de jeunes qui le sachent. Quand tu vas en école comme ça, les jeunes savent comment vraiment ces plateformes gagnent de l'argent. Parce que pour eux, c'est gratuit. Oui, alors c'est toute la question de la perversité de ce modèle-là, hein. C'est-à-dire que si c'est gratuit, c'est nous les produits. Et un petit peu, voilà, nous, notre objectif, c'est de leur en faire prendre conscience. Ils le savent, au fond d'eux, ils sont très intelligents et ils ont conscience, en effet, que bon, ils voient bien des publicités, ils voient bien qu'ils cliquent, ils comprennent le modèle économique. Aujourd'hui, des influenceurs qui suivent, ils savent très bien qu'ils sont là d'une manière biaisée pour alimenter un modèle économique. Mais quand on fait prendre conscience avec des chiffres, quand on leur dit, bon, bah voilà, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a capté, enfin, que 9h50 sur votre smartphone, c'est autant d'argent qui rentre dans les poches de ces plateformes. En fait, ils n'aiment pas se sentir un petit peu maîtrisés, exactement, étriés comme ça. Donc, c'est une des manières un petit peu radicales, si je puis dire, qu'on a de leur dire, ben, en fait, prenez-en conscience et si ça vous dérange, bah, agissez. Si vous avez aucun problème de conscience par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on essaye en tout cas de les sensibiliser et puis de leur montrer quelles sont les réalités de tout ça. En fait, il faut, dans l'éducation, enfin, dans cette partie de développement des compétences médiatiques des jeunes, il ne faut pas du tout être stigmatisant sur leurs usages et sur leur façon de traiter les sujets. Il faut les accompagner et leur montrer justement qu'est-ce qu'ils font. Et c'est bien, il y a des choses qui sont plutôt positives et d'autres choses qu'on peut améliorer. Voilà. Alors, je rebondis justement sur ce que tu viens de dire, puisqu'il y a Nathalie qui nous fait remarquer, et je suis assez d'accord avec elle, que les adultes aussi enfin, font pareil. Donc, on parle des jeunes là, parce que voilà, le contexte s'y prête, mais je pense que certains adultes mériteraient aussi quelques petites leçons Alors, on est d'accord. évidemment, là, on est dans le contexte de ce webi sur plutôt la problématique de nos plus jeunes concitoyens. Le rapport Bronner pointe la nécessité justement de développer les compétences informationnelles de tous les publics et de le ramener et de le raccrocher également dans la formation professionnelle, de travailler sur les problématiques d'esprit critique voilà, chez toutes les tranches de société. Il y a un tas d'études et on pourrait rentrer et en parler tout l'après-midi, mais par exemple, on a la tranche d'âge qui partage le plus d'informations sans les lire, donc qui repartage simplement sur le titre et la photo, c'est les plus de 55 ans. On a 66% des plus de 55 ans qui ont déjà repartagé des articles sans les avoir lus. Donc, ça montre en fait à quel point, en effet, toute la société est vulnérable. Oui, et puis dire aux jeunes que non, c'est pas toujours les pires, malgré ce qu'on peut bien dire et ce qu'on entend un peu trop souvent. Nathalie, en revanche, nous fait remarquer, et là, je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Elle dit, mais le principe de l'économie de l'attention, c'était déjà utilisé par la télé. Oui, mais la télé, c'était une information commune à tous. C'était pas chacun sa petite bulle, quoi.
Mm. C'est quand même la grande différence, non? Alors, en effet, il y avait, il y a une, je vais donner une réponse en deux temps. Le premier temps, c'est que par rapport à nos jeunes, et je suis pas très loin de cette génération, donc quand j'étais à la maison et que je regardais la télé dans le salon, mes parents étaient jamais très loin et on écoutait ce qu'il y avait à la télé. Et puis il y avait 5, 6, 10 chaînes ou 20 chaînes ou 50 chaînes après, mais en tout cas, il y avait une sorte de contrôle de cette économie de l'attention. Quand on restait trop longtemps devant la télé, bon, souvent, mes parents, en tout cas, me disaient d'aller dehors ou d'aller faire autre chose. Alors que là, le smartphone, on a moins, c'est plus pervers parce que c'est beaucoup plus petit et on se promène toute la journée avec. Donc la télé restait dans le salon. Là, le smartphone nous suit toute la journée. Donc en fait, le côté mobile a accéléré et un accélérateur en effet de cette problématique de société qui était déjà présente à travers la télé. Ouais. Voilà, donc deux parties de réponse. La télé, c'était un peu plus sous contrôle des parents, alors que les parents ont tendance à ignorer totalement ce que font leurs jeunes sur leur smartphone. Et l'élément que la télé était dans la maison et aujourd'hui se déporte, sur smartphone, Ouais. ça se déporte de partout dans la société. Pour tous, hein, notre smartphone, c'est devenu vraiment un prolongement de nous-mêmes. Camille nous pose une question. Est-ce qu'on parlait justement du fait eh bien, que les plateformes se servent un petit peu de nous pour faire de l'argent? Camille nous dit, la difficulté vient-elle également du fait que beaucoup de jeunes se fichent que leurs données soient vendues? Complètement. Est-ce que tu es d'accord avec? Parce que moi, j'ai l'impression que certains sont plus, justement, assez vigilants là. Enfin, ils sont paradoxaux, j'imagine, comme on l'est tous. C'est Mais ça. que t'en penses pas, alors, de ça? Alors, en effet, c'est un peu complexe. Je pense qu'on manque fondamentalement de sensibilisation des plus jeunes sur ces questions-là. Ça commence à venir de plus en plus, hein, avec voilà, dans les programmes dès les niveaux lycée, on va parler dans les cours de sciences de technologie et de l'information justement de ces questions-là. Mais en fait, il y a un vrai manque de connaissances. Donc d'un côté, on a des jeunes qui le comprennent, qui le savent un petit peu, mais qu'ils ne le perçoivent pas complètement. Ceux qui le savent en sont un petit peu énervés, mais bon, il y a quand même tellement cette tentation d'utiliser ces services qui sont si alléchants et que tout le monde les utilise, donc on y va. Donc en fait, cette question de l'utilisation de nos données et de la monétisation de ces données-là, il faut renforcer leur connaissance sur ces sujets-là. Et puis c'est aussi un sujet législatif, hein. Le RGPD a commencé à ajouter des petites briques. Alors maintenant, il faut accepter les cookies, mais bon, on clique toujours sur oui sans se poser la question. Il y a des nouvelles lois qui vont arriver et qui vont être beaucoup plus sévères sur ces questions-là. Et j'espère que ce contexte législatif va s'accompagner de pas mal de pédagogie pour les étudiants, enfin pour toute la population. Et ça fait partie du syllabus qu'on développe chez Be My Media. Il y a une partie sur l'économie du numérique où on va expliquer les enjeux de tout ça pour expliquer. Nous, en tout cas, dans cette approche de compétences médiatiques, on essaye de le développer en partie. Bon, la viralité des fausses informations, on en a un petit peu parlé auparavant, et en fait c'est quelque chose qui est assez important quand même dans cette question du développement des compétences médiatiques de nos plus jeunes générations. C'est quelque chose, en fait, les fausses informations, qui a toujours existé dans la société, hein. Si on reprend les protocoles des sages de Sion, 1903, on est déjà dans la fausse information, existé et ont toujours circulé, et le numérique n'a été qu'un amplificateur et un accélérateur de ce processus. Aujourd'hui, on a une statistique qui nous montre qu'une fausse information est 6 fois plus repartagée qu'une véritable information. Donc, ce qui montre en fait vraiment cette problématique dans la société de la viralité des fausses informations qui viennent polluer la pratique de l'information. Et aujourd'hui, c'est très difficile de faire la distinction entre les faits qui sont indiscutables, la remise en cause de ces faits, la place de la vérité
où voilà, on se retrouve souvent face à des personnes qui ont un petit peu de mal avec ces repères sur la vérité de l'information. Et en fait, cette question de la vérité d'information, la question de la rapidité avec lesquelles les fausses informations se propagent sont extrêmement en lien avec une des compétences qui est un petit peu la clé de voûte de cette question du développement des compétences en pratique de l'information, donc compétences de littératie des citoyens, c'est la question de l'esprit critique, qui est la compétence pour nous à développer dans ces questions de programmes pédagogiques et tant il est nécessaire aujourd'hui de challenger nos visions, de consulter plusieurs sources, de mettre en parallèle l'information, de se dire qu'une information peut être traitée sous différents angles à travers différents médias et en fait vraiment le développement de cette compétence est la clé en effet de la lutte contre la désinformation, mais surtout la clé de voûte des soft skills sur notamment ces compétences d'expression et de communication et d'intégration dans la vie professionnelle et dans les sociétés. Be My Media aide justement l'enseignement professionnel à la sensibilisation et à l'intégration de ces problématiques dans le parcours d'enseignement finalement. Et bah, du coup, on y était pile poil puisque je venais de finir sur la question de l'esprit critique qui, tu le sais, ô combien au cœur des préoccupations chez Be My Media. Alors, chez Be My Media, en fait, notre vision, c'est de pouvoir apporter une galaxie de ressources pour tous les publics qui sont concernés par l'éducation aux médias et à l'information. Donc, quand on dit les 15-25 ans, c'est une fourchette relativement large parce que dedans, on va retrouver des jeunes au niveau des lycées, on va retrouver des jeunes dans des circuits qui sont sortis de la scolarité, on va retrouver des étudiants, on va retrouver des jeunes adultes qui ont fini leurs études et en fait, il y a vraiment à chaque stade des éléments. Et donc, chez Be My Media, on développe à la fois l'accompagnement des établissements et des enseignants sur la prise de connaissances sur l'ensemble de ces sujets. Donc, on a une formation sur la question de l'éducation aux médias, à l'information pour sensibiliser les enseignants et qu'ils puissent les intégrer avec toutes les nuances numériques, journalistiques, contenu, etc. On fait également des jeux sérieux qu'on va retrouver sous format pareil qu'on propose aux établissements, soit d'animer nous-mêmes en séminaire. Donc, on a développé un jeu qui s'appelle la fresque de l'information, qui est sur le même format que la fresque du climat. C'est un jeu de cartes qui permet de faire les liens de cause à effet entre les éléments et c'est un élément très puissant pour faire prendre conscience de ces enjeux-là aux étudiants. Et puis, on développe une application pédagogique qui est en deux parties. Il y a une partie sur s'informer et faire pratiquer l'information, parce qu'on ne considère pas de développer des compétences sans faire pratiquer l'information, et une partie sur la partie progresser, qui est un bloc de cinq lots, de 5 compétences, qui est lire et savoir le fonctionnement de production et de diffusion de l'information, savoir lire l'information dans sa pluralité, connaître les enjeux de démocratie et de société qui tournent autour de l'information, connaître les enjeux du numérique et connaître les biais qui nous affectent dans la pratique de l'information. Donc, c'est une application numérique dans lequel on va retrouver un parcours e-learning d'une 15aine d'heures et puis une partie de pratique de l'actualité dans le quotidien pour mettre une habitude quotidienne de pratique de l'actualité aux étudiants qui permet et qui est évalué dans le cadre des parcours pédagogiques, très souvent dans l'intégration des programmes d'expression communication, notamment sur les bacs à bac+3 où on va retrouver très souvent ces compétences en lien avec l'expression et la communication. Alors, voilà. c'est intéressant et tu vas nous montrer un cas concret qui s'est passé, je crois, à Montpellier, à l'Université de Montpellier. Mais ce que j'aime beaucoup dans votre offre, c'est qu'il y a le côté prise de conscience avec la fresque du numérique, où là, ça fait vraiment, ça met un petit coup de choc. Enfin, moi, j'ai fait
Ça, c'est la presse de l'information. J'ai fait la presse du numérique il n'y a pas longtemps et je peux vous assurer qu'après, vous regardez votre smartphone autrement. Et je pense que pour la presse de l'information, c'est la même chose. Et puis, il y a cette application qui vraiment donne au quotidien toujours parce que c'est ça, en fait, c'est pratiquer, parce que si on fait un choc une fois, voilà, 2 semaines après, c'est terminé. Alors que là, voilà, on a vraiment une pratique quotidienne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche dans cette Oui, tout à fait. université où tous les élèves ont donc cette appli, hein? Alors, dans la composante Montpellier Management, qui est la partie, la faculté d'éco-gestion de l'Université de Montpellier, donc c'est une antenne de l'université. Il y a 2300 étudiants qui bénéficient de Be My Media. En l'occurrence, pour les licences première et deuxième année, on met en place des conférences, puisqu'on n'a pas l'opportunité de faire pour tous les L1 et L2 la fresque de l'information. Ils sont un petit peu plus de 900, donc comme c'est des jeux qui prennent un petit peu de temps, c'est complexe, mais on a décliné la version fresque en conférence, très interactive, un petit peu comme en jeu, on les fait voter, il y a 9 questions, on les interroge sur leur pratique, etc. Donc, il fonctionne assez bien. Et derrière, il y a l'application qui est déployée avec un système de points, de badges et de scores. Donc, plus on lit l'information, plus on gagne de points. Plus on pratique, quand on lit des revues de presse, on gagne des points. Quand on fait des éléments de pratique de l'information, bah, on est évalué au quotidien. Et en fait, cette limite de nombre de points est bridée chaque jour. On ne peut pas gagner plus de 200 points d'expérience. Et pour avoir une note tout au long de l'année et obtenir un bon résultat, il faut obtenir un certain nombre de points. Donc là, en l'occurrence, pour avoir une note somme toute correcte, un 12 sur 20, il faut avoir 10 000 points d'expérience. Mais comme on est bridé à 200 points d'expérience par jour, mécaniquement, on va créer la répétition pédagogique d'aller consulter l'information une cinquantaine de fois dans l'année pour permettre aux étudiants de créer cette habitude et d'ancrer le fait que la pratique de l'actualité, la pratique de l'information, ce n'est pas un acte manqué sur un réseau social au détour d'une vidéo, c'est bien une pratique conscientisée à des instants où on va justement aller pratiquer cette information pour ça. Et donc, sur le retour d'expérience à Montpellier Management, sur la période d'évaluation, on est autour de 65 articles lus par mois et par étudiant, donc ce qui est plutôt qui était l'objectif pédagogique des personnes avec qui nous travaillons sur cette intégration pédagogique. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est Johanna qui nous demande si pour ces fresques de l'information, vous formez des formateurs, histoire que justement l'organisme, l'enseignement C'est puisse être totalement le modèle de Be My validé. Media, c'est-à-dire que la fresque est un modèle qu'on veut le plus ouvert possible. Donc, on forme des formateurs pour animer les fresques et on n'a pas vocation, on est déjà pas mal, on est une petite équipe de 9 personnes, mais on n'a pas vocation à aller dans tous les établissements de France et de Navarre. Donc, Donc, notre au objectif, contraire, c'est, vous voulez voilà, on essaime, on forme les personnes pour qu'ils puissent être bénéficiaires de la fresque de l'information. Toutes les personnes formées bénéficient de 4 jeux pour qu'ils puissent animer 4 tables de 8 étudiants. Donc, on peut animer des TD de 2 heures avec 30 étudiants avec la fresque assez facilement et on accompagne les établissements dans ces choses-là. Alors, je continue mes questions, Bertrand, si tu le veux bien, parce qu'on en a beaucoup. Allez. Alors, il y a une question qui est assez marrante à laquelle je vais répondre, si ça t'ennuie pas. Anne nous demande, est-ce qu'il est possible de lier Europress aux articles proposés par l'application? C'est un vrai sujet, Anne, sur lequel nous sommes en train de travailler et j'espère que bientôt nous pourrons vous dire oui. Mais en tout cas, c'est un petit peu, en tout cas, l'idée de la chose. J'ai bien répondu, Bertrand? Oh oui, tout à fait. On espère que le prochain webinaire sera une bonne nouvelle. C'est ça. J'ai Delphine qui me demande si Be My Media existe en anglais pour un public anglophone. Alors, la fresque de l'information, on l'a en anglo, donc ça, on l'a déjà animé dans des écoles en anglo. On a des animateurs agréés en anglo aussi, donc c'est tout à fait possible. On prévoit un mode multilingue. Alors,
ce qu'on a déjà dans l'application, c'est un fil d'actualité qui s'appelle Mon actualité en anglais, dans lequel il y a du contenu anglophone pour faire lire les étudiants en langue anglaise, et on a une partie Mon actualité en espagnol aussi pour faire le parallèle. Et le programme pédagogique en lui-même n'est pas encore traduit. Ça fait partie de nos objectifs dans les prochains temps, avec en fait un vrai mode multilingue dans lequel il y aura une évaluation avec une part de points d'expérience attribués uniquement à la lecture des contenus en anglais pour renforcer justement la pratique de l'information en langue anglaise. Super. Et alors, j'ai une question, je vais t'en poser qu'une, mais il y a plusieurs personnes qui me posent finalement, c'est quoi ces contenus dans Be My Media? Parce que on a dit attention aux algorithmes de YouTube, d'Insta, de machin, TikTok. de trucs. Donc, quels sont les contenus? C'est quoi l'algorithme Be My Media? Qu'est-ce que vous leur proposez? Pourquoi? Et puis, est-ce que vous respectez justement cette pluralité de sources, notamment de famille? Enfin voilà, comment ça se passe concrètement l'étudiant? Qu'est-ce qui lui vient pour aller se documenter? Alors, je vais déjà répondre sur la question algorithmique. Chez Be My Media, en fait, quand on travaille sur ces questions, il y a toute la question de la hiérarchisation de l'information, qui est un vaste sujet. Hein, c'est donc comment l'information nous parvient. Déjà, on a fait une granularisation d'une 50aine de thématiques. Écologie, politique, société, économie, etc. Donc, ce qui est important, c'est déjà de préciser, et en fait on fait des fils d'actualité par spécialité. Donc par exemple, on a un fil d'actualité sur les métiers du marketing et de la communication. On va avoir une partie de l'information générale avec des catégories économie sociale, environnementale, politique et scientifique. Et puis à côté, on va avoir des catégories professionnelles. Donc en fait, déjà, la hiérarchisation de l'information se fait par les catégories qu'on peut sélectionner dans l'application. Et ensuite, pour l'affichage des contenus, on lutte contre les bulles de filtre. Donc on ne remonte pas de données en fonction des préférences utilisateurs. On ne remonte pas les articles les plus lus en tête de liste qui poussent un peu les médias dans des pratiques de mercenaires à faire des titres de plus en plus ravageurs pour susciter le clic des utilisateurs vers ces contenus. Donc nous, on évite ça. Et en fait, c'est un système de timeline avec ce que ça peut comporter de qualité et de défaut, mais c'est les articles les plus frais qui remontent toujours en haut du fil d'actualité et qui nous permettent de hiérarchiser, entre guillemets, l'information sans orientation. Sur la diversité de contenu, alors on a un comité éditorial et scientifique chez Be My Media. On a agrégé en gros 550 sources d'informations à travers 5 familles, de la presse d'information générale, des médias indépendants en ligne, de la presse, enfin des médias audiovisuels, des contenus professionnels et des contenus institutionnels. Et en fait, notre base de référence, c'est la déontologie un petit peu de la charte de Munich. Donc on s'assure que les producteurs de contenu qu'on intègre dans l'application représentent les intérêts de la charte de Munich. Et on est bien sur le contenu open source des médias, donc c'est vraiment les contenus accessibles en ligne qui sont redirigés dans l'application avec un système d'ouverture chez chaque média et une remise en page dans l'application via le framing, donc la remise en page du flux HTML qui est renvoyé par l'éditeur. Donc c'est une lecture qui est confortable pour les étudiants sur une base évidemment bien moins large que Cision Europress qui fait un travail et qui est un actif précieux pour les étudiants, et c'est tout l'idée des échanges que l'on a en ce moment, c'est de pouvoir combiner le meilleur des deux mondes. De toute façon, voilà, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire tous encore ce que je disais en introduction, hein. Je pense que si on veut vraiment pousser l'enseignement média à l'information, si on veut vraiment que ça rentre dans les pratiques du quotidien de nos enfants, parce que là on parle à l'enseignement, il faut effectivement que les différents acteurs du marché, notamment les acteurs tech, se mettent ensemble, et c'est effectivement ce qu'on essaye de faire, parce que ce qu'on vise finalement, c'est un meilleur monde. Hein. Mais voilà. c'est très complémentaire, en fait, nos deux mondes sont très complémentaires. Be My Media, on est dans la pratique de l'actualité et dans le contenu pédagogique.
Cision, tu peux peut-être plus détailler, mais vous êtes dans la recherche documentaire, dans la Absolument. production de contenu de très large envergure, avec des bases historiques. Nous, on n'est pas là pour faire de la recherche sur le passé, sur l'histoire de l'information ou sur toutes les bases de données de tous les articles. Vous, c'est votre spécialité chez Cision Europresse et c'est une mine d'or pour la recherche documentaire, pour la mise en contexte de l'information, etc. Il y a Colin qui nous demande si vous aurez un contact. Bien sûr, on vous mettra en contact avec Be My Media pour la partie fresque de l'information. De toute façon, je vais vous envoyer à l'issue de ce webinaire le lien du replay. Je vais vous envoyer également, vous aurez les contacts de Be My Media si vous voulez avoir plus d'informations sur la partie sensibilisation ou sur la partie vraiment solution, appli à mettre en place. Donc, on revient vers vous dans l'après-midi avec un mail récapitulatif. En tout cas, merci beaucoup, Bertrand. On est bientôt à la fin de ce webinaire. Donc, bah, voilà, je voulais te remercier pour nous avoir partagé avec beaucoup de générosité ta passion pour ces sujets-là. Si tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui sont dans l'enseignement supérieur, et qui veulent justement pousser à de nouvelles soit solutions ou en tout cas à aller plus fort dans ces sujets-là, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Par quoi faut commencer? Qui est-ce qu'il faut convaincre? Comment ça se passe en général? Ah bah c'est toujours des grandes questions et en fait l'accompagnement à l'intégration d'outils pédagogiques dans les établissements c'est toujours des moments assez intéressants où ça doit être multipartie si je peux dire. Il y a la direction des établissements qui sont impliqués dans les éléments stratégiques de l'évolution du numérique pédagogique. Il y a les pédagogues qui sont en face à face pédagogique tous les jours avec les étudiants et les élèves et c'est vous justement les plus experts et les plus aguerris sur ces questions-là. Donc c'est comment les outils qu'on peut développer peuvent vous servir. Donc c'est une grande partie d'échange. Et puis il y a nous acteurs des technologies éducatives qui sommes là justement pour essayer de répondre à ces évolutions, à ces études d'usage, à ces choses-là. Et je pense qu'il y a une question de lien entre le service qu'on sait apporter, l'expertise qu'on peut apporter sur nos métiers tech, l'expertise et la grande maîtrise de tous les sujets pédagogiques que vous êtes en tant qu'enseignant, que directeur d'établissement, que directeur de programme, où vous avez vraiment cette expertise pédagogique. Et puis les élèves. C'est aujourd'hui en fait la plus grande question, c'est comment on recrée le dialogue autour de ces enjeux de société. Voilà. Et il y a une citation qu'on aime bien donner. Je te laisse la donner peut-être, Cindy. C'est Bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. Alfred Sophie, qui a traversé le XXe siècle, économiste, philosophe, sociologue. Et effectivement, ça illustre bien, en tout cas, ce qu'on essaye de défendre et ce pourquoi on se lève le matin. Donc, merci pour ça. Merci à tous. Merci à tous ceux qui se sont connectés, qui nous ont écoutés. J'ai toutes vos questions en vue, celles auxquelles nous n'avons pas pu répondre. On le fera par la suite. On vous envoie toutes les informations, tout ce qu'il vous faut pour aller plus loin sur le sujet. Et je vous souhaite une excellente après-midi. À très bientôt et merci encore Bertrand. À bientôt. Merci Cindy, merci à toutes, merci à tous. Au revoir.